Et bon matin, mesdames et messieurs, et bienvenue à la réunion de la résidence Fresca Presso, ce 11 février 2020 à 8h30. Alors, pour les fins du quorum, je vais demander, je peux appeler les membres pour indiquer leur présence. Alors, M. Lafleur. Présent. M. Leroux. Présent. M. Sarrazin. Présent. Et nous avons avec nous M. Gorman, qui est le directeur de la résidence. Bonjour. Et le régisseur, évidemment, pour la conférence audio-visuelle, ainsi que Mme Marie-Christine Nélon, qui s'occupe de prendre les notes de la réunion. Alors, à l'article 2, nous avons la vision. Je vais en faire la lecture. La résidence Prescott Presso est reconnue comme modèle pour l'excellence des services dispensés par une équipe de professionnels et de partenaires qualifiés qui considèrent le bien-être et la sécurité des résidents comme le moteur de chacune de leurs décisions. Alors, l'item, l'article numéro 3, qui est la déclaration d'intérêt pécunier. Est-ce que j'entends des maires qui auraient des déclarations d'intérêt? Non. Alors, nous allons passer à l'item numéro 4, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que nous avons des rajouts à l'ordre du jour? Non. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Leroux, adopté par M. Lafleur, tous en faveur. Alors, adopté. L'article numéro 5, on parle de la COVID-19. Donc, 5.1, nous allons regarder le sujet de la vaccination et je vais laisser la parole à M. Gorman pour nous parler un peu de ce sujet. Merci, Madame la Présidente. Dans le fond, je voulais juste là, vous donner une mise à jour sur l'état de la vaccination à la résidence. À la fin janvier, on a vacciné 100 résidents. Il y a quelques résidents là, qui ont refusé le vaccin ou la famille a refusé le vaccin. Toutefois, là, on a eu 100 résidents qui ont voulu se faire vacciner sur 106. Si on se fie, là, je sais que c'est difficile là, un peu avec les nouvelles, ce qu'on entend, Pfizer n'arrive pas. Nous, on a eu le vaccin Pfizer, donc on doit absolument avoir la dose Pfizer. Mais avec le bon travail du bureau de santé, là, il nous semblerait qu'on va vacciner pour une deuxième dose les 100 résidents la semaine prochaine. Donc, soit jeudi ou vendredi, si tout va bien. Donc, c'est un peu ça la mise à jour que je voulais faire. Puis, notre taux de participation chez nos résidents est excellent. Puis, pour l'instant, notre taux de participation, nos employés ne se sont pas fait vacciner encore, mais on a fait beaucoup de sensibilisation auprès d'eux. En ce moment, là, la moyenne provinciale est environ là, 65 %. Nous, on se situe à 68 % de participation. Donc, on devait mentionner au bureau de santé là, combien d'employés voulaient se faire vacciner. Donc, on continue à travailler là-dessus, puis on espère que le pourcentage va augmenter. Mais si on est capable d'atteindre 70 à 75, là, on va être extrêmement content. Merci beaucoup. Alors, nous allons regarder l'article 5.2 qui est le renforcement de IPAC. Vous pourriez peut-être juste nous éclaircir sur l'acronyme IPAC, ça l'aiderait? Oui, dans le fond, c'est la prévention des infections. C'est en anglais, c'est un anglicisme. C'est Infection Prevention. Mais dans le fond, ce que je voulais vous discuter, puis ce que je voulais mettre à jour, c'est qu'évidemment, là, dans le domaine des soins de longue durée, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté pour ce qui est de la prévention de l'infection. On se retrouve un peu comme dans les hôpitaux au moment du SARS. Donc, lorsqu'il y a eu le SARS, les hôpitaux ont vraiment renforcé leur prévention de l'infection. Puis, la culture des maisons de soins de longue durée n'a pas nécessairement suivi parce qu'elle n'a pas été nécessairement affectée par ça. Donc, on voit vraiment là, une transformation. Puis, nous, là, ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'on a reçu là, 40 000 $ du LIN pour justement faire de la formation.
puis faire participer d'autres entités ou des hôpitaux régionaux et ainsi de suite pour nous aider justement à renforcer nos processus IPAC. Donc, de là, nous, ce qu'on a fait avec cet argent-là, de un, on va payer des cours à notre personne qui est en charge de la prévention de l'infection, qui est Paul Juillet, Paul Juillet, qui est la directrice des soins infirmiers. Puis, elle, ce qu'elle va faire, elle va participer vraiment au cours de IPAC Canada, qui est condensé. Puis, on va donc, au sein de notre équipe, on va avoir quelqu'un de certifié par IPAC Canada qui va s'occuper de notre prévention de l'infection. Donc, ça, c'est vraiment positif comme changement. Puis aussi, au niveau de nos comités de la prévention de l'infection, on a augmenté nos rencontres. Donc, on se rencontre maintenant à chaque mois. Puis, on a la participation active là, de quelqu'un de clé qui vient de l'hôpital général d'Hawkesbury, c'est Marc Larivière, qui a travaillé plusieurs années en prévention de l'infection, puis qui a travaillé aussi avec le SARS. Donc, c'est un ajout positif à notre comité, puis il nous donne vraiment des rétroactions par rapport à ça. Dernière chose aussi que je voulais mentionner, ça va un peu en lien là, avec les communications qu'on a eues, mais je vais revenir boucler la boucle. Je voulais vous laisser savoir là, qu'on a maintenant 22 lits de libre, donc on a fermé une unité pour justement être capable d'isoler des résidents. Avec l'éclosion qu'on a eue, dès le départ, on avait 12 lits de réservés pour ça. Puis dès le départ, on n'a pas été capable d'isoler tous nos résidents parce qu'on avait plus que 12 résidents à l'éclosion de base qui ont contracté la COVID. Donc, une fois que c'est pratiquement impossible d'empêcher l'éclosion de continuer ou de se proliférer sur un étage lorsqu'on essaie d'isoler les gens par chambre. Donc, il faut vraiment les isoler par unité. Donc, c'est dans ce but-là. Puis, je vais revenir là, au niveau là, de l'incidence financière que ça a. Je vais revenir boucler la boucle dans les communications qu'on a eues là, à la fin du comité de la part du ministère. Donc, c'est ça qu'on a rajouté comme amélioration de la prévention de l'infection. Puis, on espère que, justement, là, ces améliorations-là vont faire en sorte qu'on ne revivra pas, mais j'en suis sûr qu'on ne revivra pas là, le même type d'éclosion qu'on a vécu là, au mois d'octobre. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour M. Gorman? Si vous n'avez pas de questions, nous allons procéder à l'article 5.3 qui est demande de subvention. Encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup d'argent injecté là, pour la prévention de l'infection. Puis, dans le fond, nous, on a participé à un programme qui s'appelle Resilience Infrastructure for COVID-19. Donc, on a fait la même application pour les paramédics ont appliqué pour la même subvention. On s'est séparé le tout. Donc, on a demandé là, pour avoir des panneaux qui puissent séparer justement les lits. À cause de nous, on a des chambres à 2 lits. Donc, là, il va y avoir des panneaux qui vont pouvoir séparer les 2 chambres, les 2 lits, qui vont être facilement désinfectables, puis qui vont assurer vraiment une meilleure barrière entre ces 2 lits-là. Heureusement, nous, on est chanceux, on n'a pas de chambre à 3-4 lits, mais c'est sûr que ça va aider. Puis aussi, on a demandé aussi de l'argent pour justement l'acheter. Des genres de chariots désinfectants que c'est vraiment facile de faire la désinfection. On fait juste arriver, on va sprayer, et ainsi de suite. Là. On a déjà fait l'achat de deux on dirait des fusils vraiment désinfectants. Ça ressemble quasiment à une drill. Puis, de la façon que c'est fait, puis là, on va pouvoir désinfecter plus facilement, plus rapidement. Donc, on voit vraiment là, qu'on met beaucoup d'emphase sur la désinfection puis sur la prévention des infections. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Gorman? Oui, M. Lafleur? Votre micro, M. Lafleur. Excusez, vous n'aviez pas, M. Gorman, ces outils-là pour désinfecter auparavant? Pas nécessairement. Fusil, là, vous avez pas, on n'a pas ça? On en a acheté, je dirais, au mois de août. On a fait l'achat de ces 2 fusils-là, mais là, c'est vraiment là, des gros chariots qui sont facilement amovibles. Mais non, nous n'avions pas ça. Habituellement, là, on désinfectait là, avec justement le savon,
puis un genre de petit bucket là, rempli d'eau. Puis on avait quelqu'un qui passait, on a même mis un quart d'extra à la désinfection pour que justement quelqu'un fait juste passer son temps à faire ce qu'on appelle là, du high touch disinfection, donc vraiment des choses qui sont souvent touchées, des poignées de porte, mais ainsi de suite. Donc on s'occupait de ça, mais ça va juste faciliter ou ça va augmenter l'efficacité justement de la désinfection pour pouvoir le faire plus souvent. Oui, merci beaucoup. Monsieur Gorman, est-ce que vous avez reçu les argents nécessaires justement là, pour faire les achats là, soit des panneaux, des chariots et des fusils? Bien, on a appliqué justement pour la subvention. On attend encore le oui ou le non. Mais si on se fait refuser la subvention pour X raisons, on a d'autres subventions là, justement là, qu'on va pouvoir utiliser pour ça. Il nous reste environ, là, je parlais à Mélissa Drouin, il nous reste environ là, 140 000 qu'on peut dépenser là, dans la prévention d'infection pour ce genre d'achat-là. Donc, si on ne reçoit pas la subvention, on va pouvoir on va pouvoir justement faire l'achat quand même. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder à l'article fournisseur de soins à 5.4. Ouais, je voulais juste vous mentionner justement que les fournisseurs de soins là, sont maintenant là, acceptés à la résidence. Avec le bureau de santé, lors de l'éclosion, on a déterminé qu'il y avait trop un gros risque par rapport à accepter justement là, les fournisseurs de soins. Si on prend en considération que toutes comment je pourrais dire, tous les employés des différentes entités qui sont venus à la résidence nous aider pour l'éclosion, il y a au moins un employé de chaque entité qui a contracté le virus. Puis ça, on parle de personnes qui ont une formation spécifique pour ce genre d'aide. Donc, quand on a pris ça en considération, on a déterminé que justement, d'apporter les fournisseurs de soins dans la résidence portait justement un risque pour ces fournisseurs de soins-là, puis il faut aussi porter un risque par rapport à la communauté. Ce qu'on veut dire par là, c'est que nous, on dit à nos employés, regardez, vous allez à la résidence, vous allez travailler, puis vous retournez chez vous. Il faut vraiment work self-isolate, comme dirait Dr. Paul. Puis ça, c'est la recommandation qu'on a eue du bureau de santé. C'est plus difficile d'avoir un contrôle sur les fournisseurs de soins parce qu'ils ne font pas partie justement de nos employés. Donc, on avait peur justement là, que l'éclosion aille au-delà de la résidence puis commence à se propager dans la communauté. Donc, en prenant tout ça en considération, on a déterminé que les fournisseurs de soins, il fallait mieux attendre. Puis là, maintenant, on a deux types de fournisseurs de soins. On en a qui apportent justement un soutien émotif qui se situe justement dans la salle de physiothérapie qui est dans une salle désignée. Puis, on a un fournisseur de soins qui est un peu plus physique, donc qui va aider à nourrir, qui va aider avec les soins, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est fait à la chambre du résident. Merci beaucoup pour les explications. Si on n'a pas de questions pour M. Gorman, nous allons procéder au paragraphe sécurité et amélioration de la qualité. L'article 6.1, rapport trimestriel sur la sécurité des résidents en date des mois d'août à novembre 2020. Alors, je passe la parole à M. Gorman. Juste pour vous laisser savoir, on a fait une mise à jour là, pour le mois de décembre. Je voulais l'ajouter. On a travaillé très fort là, pour rajouter ça. Justement, ça a été ajouté là, avant-hier parce que je voulais boucler la boucle, je voulais finir l'année. Écoutez, je ne vais pas passer. Il y a beaucoup de statistiques. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vais vous céder la parole. OK. Est-ce qu'on pourrait peut-être, M. Gorman, regarder aux indicateurs d'administration et dépenses ensemble? Est-ce que c'est bien celle-là? J'ai un petit peu de difficulté juste à lire. Là. Donc, statistiques. OK, on va aller à statistiques mensuelles. Très, très bien. Alors, vous allez commencer par celui du mois d'août, c'est bien ça? C'est ce que je vois à l'écran. C'est un petit peu petit là, à l'écran, mais... Très, très bien. OK. Ça va. Je vous remercie. Peut-être nous faire part des faits saillants du mois d'août, puisqu'on a plusieurs mois à regarder. Et je pense qu'au mois d'août, on voit que les choses semblent se maintenir.
Alors, je vais vous laisser faire des commentaires sur le mois d'août. On ne vous entend pas. Comme j'ai dit, pour ce qui est du taux d'occupation, c'était une statistique qui était quand même révélatrice lorsqu'on parlait du financement. Nous, habituellement, avant la COVID, pour ce qui était du taux d'occupation, il fallait toujours être à 97 pour recevoir notre plein financement. Toutefois, pour l'année 2020 puis même l'année 2021, le taux d'occupation n'est plus considéré. Donc, on se fait financer, peu importe le taux d'occupation, on se fait financer à 100 %. Donc, ces statistiques-là, j'aime quand même les présenter, j'aime quand même faire preuve de transparence, mais c'est pas nécessairement, j'ai pas nécessairement de faits saillants. C'est juste pour garder en tête, là, puis juste pour vous rappeler que justement, les taux d'occupation n'ont plus d'incidence sur notre financement. Donc, c'est vraiment ça qui est important à retenir par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y avait des membres qui avaient des questions par rapport à ce sujet. Moi, je n'ai pas de questions pour le mois d'août. Si les autres n'ont pas de questions, on pourrait peut-être procéder au mois de septembre. Ben, encore une fois, si on regarde le taux d'occupation, même pour tous les mois, là, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on va voir qu'il y a une diminution. Malheureusement, il y a eu des décès à la résidence, soit reliés à la COVID ou soit reliés justement au vieillissement. Puis, en étant là, justement en éclosion, on ne pouvait pas faire l'admission de nos résidents. Pour 2021, là, on prévoit avoir 122 résidents à la résidence, à moins que les choses changent, à moins que le vaccin commence à faire vraiment effet, puis que la COVID n'a plus une aussi grosse incidence sur nos processus opérationnels. Mais comme j'ai dit, Madame la Présidente, vraiment, ces statistiques-là, c'est vraiment à titre informatif. Je n'ai pas nécessairement là, j'ai pas nécessairement des faits saillants ou peu importe. C'est vraiment, je pense, pour la communauté, pour voir où est-ce qu'on en est, puis justement aussi déterminer que notre taux d'occupation n'a pas d'incidence sur notre financement. C'est sûr que ça augmente notre liste d'attente. Mais on croit que de protéger nos résidents, justement, en les isolant plus efficacement, c'est plus important. Tantôt, vous aviez mentionné que vous avez 22 lits de fermés. Est-ce que c'est en date d'aujourd'hui? Non, c'est en date du 26 novembre. Et maintenant, si on regarde en date d'aujourd'hui, est-ce que vous avez approximativement une idée où vous en êtes en termes de vos lits fermés? Oui, ben là, pour l'instant, on va toujours rester à 22 lits fermés. Là, pour l'instant, on a 115 résidents qui résident à la résidence. Donc, on va avoir, comme je dis, on va se rendre à 122 résidents. Puis, c'est juste, les admissions peuvent se faire, on ne peut pas faire 10 admissions en une journée. Donc, avec les processus, le temps que ça prend, et ainsi de suite, on fait environ 3 à 4 admissions par semaine, puis ça, c'est énorme. Puis des fois, il y a des résidents où il y a des personnes qui refusent pas qui refusent, mais que c'est pas leur premier choix. Donc, ils visitent, ils refusent de venir à la résidence. Donc, ils ont toujours 24 heures pour faire un choix. Donc, en ce moment, il y a 115 résidents là, qui résident. OK. Merci. Alors, nous pouvons passer au mois d'octobre. Nous sommes au mois d'octobre, n'est-ce pas? Oui. OK. Ouais. Comme j'ai dit, Madame la Présidente, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir, mais j'ai un peu expliqué le cheminement là, de août jusqu'à décembre, où est-ce qu'on se retrouvait dans notre taux d'occupation, pourquoi que ça l'avait diminué. Puis, peut-être pour le prochain comité, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si ça serait des statistiques que vous voulez continuer à avoir pour cette année, dû au fait que justement, il n'est pas considéré, le taux d'occupation n'est aucunement considéré. Si vous voulez, je peux le garder ou sinon je peux le retirer là, pour le bien de la chose. C'est comme vous voulez. Puis on pourrait peut-être. Oui, M. Leroux? Oui, c'est juste pour. J'ai pas de trouble que l'information soit là.
Puis si jamais des membres du conseil ont des questions, mais c'est vraiment à titre d'information. Je pense pas qu'on est obligé de passer à travers un par un. Là. Non. Pas de problème. Oui, M. Lafleur? Moi aussi, là, je pense pas que c'est nécessaire. Vraiment, on l'a avec nous autres. C'est des bonnes statistiques à garder, vous êtes sûr et certain. Mais, sur l'autre côté, c'est pas nécessaire de passer mois par mois à toutes nos réunions. Mais, M. Gordon, merci bien pour l'information. On va garder ça précieusement, vous êtes sûr et certain en filière. Mais continuez à nous les remettre, ça serait bon, mais comme information. OK, pas de problème. Alors, merci, M. Gorman, pour l'information que vous avez donnée. Donc, essentiellement, on a fait nos lectures, donc on pourrait passer au prochain item. Alors, Madame la Présidente? Oui, excusez-moi, M. Lafleur. Est-ce qu'on a sauté le 5.5, le test rapide? Oui, vous avez absolument raison. Alors, on va retourner à l'item 5.5. Merci. C'est test rapide et dépistage d'une tierce partie. Puis, je vais laisser la parole à M. Gorman parce que c'est beaucoup de technicalité. Ouais. Alors, M. Gorman, je vais vous laisser discuter justement du fameux test de dépistage. Encore une fois, c'est une mise à jour. Il y a beaucoup de changements dans le domaine des soins de longue durée. Puis, on essaie toujours de rester à jour. Donc, pour ce qui est du rapid testing, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est un test qu'on peut avoir des résultats en l'espace d'environ 15 minutes. Donc, de là, ça nous permet justement de pouvoir isoler les gens plus rapidement. Lorsqu'on reçoit un test positif pour le rapid testing, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que, justement, le test est automatiquement positif. On doit quand même faire un vrai test puis l'apporter au laboratoire. Toutefois, ça nous donne une bonne idée si un résident va être positif ou négatif. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est un projet qu'on n'a pas le choix de participer. Donc, on n'a pas le choix d'implanter. Ça va être la seule chose qu'on essaie encore de discuter avec le ministère. Puis, on va quand même le faire, c'est que le rapid testing, les employés doivent être testés 2 fois par semaine. Et je sais que ça peut paraître superficiel, mais moi, je me suis fait tester environ 30 fois depuis le début de la pandémie. À un moment donné, se faire mettre un cure-dent dans le nez, là, ça commence à faire, puis les employés commencent à être un peu tannés. Mais toutefois, c'est pour le bien des employés, puis c'est pour le bien des résidents. Donc, on va quand même le faire, puis on va débuter justement le projet le 22 février. On a déjà reçu tous les instruments pour pouvoir le faire. On a déjà mis en place un processus. On s'est pratiqué, ça fait 2 semaines qu'on se pratique à le faire. Puis là, on va vraiment l'implanter la semaine du 22 février. Pour ce qui est du third-party screening, c'est encore nébuleux. Le ministère a imposé ça, mais c'est même pas encore sûr si ça va être obligatoire ou non. Dans le fond, c'est que le ministère a été en appel d'offres pour avoir des gardes de sécurité à chaque résidence pour s'occuper du dépistage à la porte. Il y a eu des problèmes, surtout dans des maisons de soins de longue durée privées, où est-ce que les familles trouvaient que le dépistage à la porte était fait de façon laissée aller. Nous, c'est pas le cas. Ça fait depuis le mois de mars qu'on a ça. On a des employés en travail modifié que, justement, à place de payer leur assurance, on les met au travail puis on leur fait faire, justement, ce dépistage-là. On a des infirmières qui font le dépistage, ce qu'on trouve beaucoup plus efficace. Puis on trouve aussi que d'avoir un garde de sécurité à l'accueil, puis que c'est la première personne que tu rencontres, ça fait pas très maison. C'est toujours le but des maisons de soins de longue durée, c'est de rester une maison. Donc, pour l'instant, on va garder le statu quo. Nous, on est très à l'aise avec notre processus de dépistage. Les familles nous ont donné des bons commentaires par rapport à ça. Puis, si ça devient obligatoire, mais on va s'y soumettre. Mais pour nous, pour l'Est de l'Ontario, la compagnie de sécurité la plus proche que le ministère, donc le ministère était en appel d'offres, nous a dit, OK, pour l'Est de l'Ontario, voici les compagnies, il y en a 5. La plus près, c'est située à Barrie. Donc, on ne comprend pas comment que quelqu'un va venir 7 jours sur 7
de garde de sécurité puis doit être francophone en même temps. Donc, on attend encore plus de clarification, puis le ministère est supposé d'arriver avec le plus de clarification, mais je voulais quand même en parler. Monsieur Sarrazin, vous avez une question? Allez-y. Oui, merci, Mme Asselin. Monsieur Gorman, quand vous parlez que vous faites déjà le screening, c'est pas vraiment le rapid testing avec le petit kit d'Abbott, là? Non, non. C'est vraiment, quand on parle de dépistage, c'est de la table de dépistage, c'est à l'entrée, c'est les questions. On prend la température avant de rentrer dans la résidence. On prend la température lorsqu'on part de la résidence. Puis on pose des questions clés là, par rapport, les questions typiques là, par rapport à COVID. Donc, avez-vous été dans un hôpital, avez-vous voyagé, puis ainsi de suite. Nous, c'est fait par des infirmières. Puis c'est fait en travail, dans le fond, c'est les infirmières qui sont en travail modifié. On a toujours des employés en travail modifié. Tout le temps, on a 200 employés, il y a tout le temps quelqu'un qui se blesse. J'en suis la preuve. Donc, nous, on fait ça depuis le mois de mars. On n'a jamais eu de problème. Donc, on trouvait juste ça un peu bizarre d'instaurer ça. Surtout, là, on reçoit, en l'espace de 3 mois, on va recevoir environ 100 000 $. Puis ces 100 000 $-là, on serait capable de le réinvestir dans autre chose. Quand vous parlez là, de rapid testing qui s'en vient, est-ce que ça sera les petits test kits d'Abbott? Non, OK. Oui. Ouais, en fait, là, ça reste quand même, il faut quand même faire un swab au niveau du nez. Puis, c'est quand même assez gros comme processus, là. Vite fait, là, c'est une petite languette. Puis, tu fais un swab, il y a un petit liquide, tu mets le swab dans le liquide pendant environ 5 minutes. Après ça, tu mets quelques gouttes. Puis, ça va te dire si c'est un résultat négatif, si c'est un résultat positif ou si ça n'a pas fonctionné. Si c'est un résultat négatif, pas de problème. Ma question là-dessus était plus dans le sens que j'imagine que la compagnie ne pourra juste pas fournir avec ces kits-là à toute la demande, là. Je ne sais pas, je me trompe-tu, sont-ils prêts à ça? S'ils commencent, le gouvernement, à implanter un tel programme, puis après, tu n'es pas capable d'avoir les test kits, parce que, écoute, si je comprends bien, c'est jetable, là, ce petit kit-là. Là. Tu l'utilises une fois. Là. Tu l'utilises une fois, c'est fini. Écoute, nous, pour commencer, lorsqu'on a eu la nouvelle, nous, on en a commandé un mois avant que ça soit implanté. J'ai fait la demande pour 1000 tests, puis j'ai reçu 1000 tests en l'espace de 2 jours. Jusqu'à présent, ça a l'air à bien fonctionner. Je pense que les provinces ont fait beaucoup d'achats aussi de ce que je pouvais voir, que ce soit en Ontario ou au Québec. Je pense que justement aussi, le Québec et l'Ontario, si je ne me trompe pas, on est les 2 seuls qui ont fait ce projet-là. Puis lorsqu'on regarde ça, c'est parce que en Ontario, on a 626 maisons de soins de longue durée. Au Québec, il y en a 450. Puis je pense que la province la plus proche, c'est la Colombie-Britannique avec comme 250. Donc, c'est pour ça le Québec et l'Ontario, on est vraiment touchés par rapport à la COVID. C'est qu'on a vraiment beaucoup de maisons de soins de longue durée et de maisons de retraite. Si ça serait à l'échelle canadienne, oui, sûrement, pour toute la population. Mais je pense que les rapid testing vont être justement gardés pour les maisons de soins de longue durée. Jusqu'à date, ça a l'air à bien fonctionner. Monsieur Lafleur? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Gorman, dans le test rapide, là, c'est pas seulement du côté nasal, ça peut être du côté buccal également. Oui. Dans le fond, ça peut être fait, ça dépend quel kit tu reçois. Nous, on a reçu le kit pour le nez, mais il y a un kit que tu peux recevoir que c'est les 2 narines puis la gorge. OK. Ouais. C'est bon, merci beaucoup. Si je peux ajouter, c'est intéressant, là, si vous regardez le dernier PDF, il y a même une vidéo qui démontre un exemple de comment ça se fait, le petit kit. Oui. J'ai peut-être une question essentiellement. Ces genres de tests-là, ils vont être faits par du personnel qui est à l'intérieur de la résidence? Oui, ça c'est le seul petit problème qu'on a. C'est vraiment qui va faire ça parce que c'est quand même faire 2 cliniques de dépistage pour environ 200 employés 2 fois par semaine. Puis il faut que ça soit des employés qui sont en bon terme, le registered staff. Le ministère a ouvert à plus d'employés. On trouvait ça un peu bizarre, là. Dans le fond, ce qu'il disait, c'est que les employés qui étaient préposés aux bénéficiaires, massothérapeutes, assistants physiothérapeutes pouvaient faire ces tests-là maintenant, pas juste les infirmières. Puis ça, c'est pour une courte période de temps.
on n'est pas très à l'aise avec ça. Nous, on va garder des infirmières qui vont faire ces tests-là. Puis, pour ce qui est même des fournisseurs de soins, eux vont devoir se soumettre au rapid testing à chaque entrée à la résidence. OK. Je suis un petit peu confuse au sujet de l'entrée de la résidence quand le ministère dit qu'ils veulent avoir des gardes à l'entrée de la résidence. Ouais. Mais en ce moment, vous avez du personnel qui s'occupe de c'est-à-dire du genre de petit protocole que vous avez établi là, lorsque les gens rentrent dans la résidence. C'est ça. Le ministère, comme j'ai dit, il y a des maisons de soins de longue durée. De ce que j'ai entendu, là, il y a des maisons de soins de longue durée qui ont eu des plaintes par rapport à leur table de dépistage chez les familles. Ça, c'est venu en même temps qu'il y a eu une grosse éclosion de la nouvelle strain de COVID-19 là, en Ontario là, qui venait de la variante là, du UK qu'on appelle. C'était un peu un geste en anglais, on dit un knee flexing reaction. Donc, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit, OK, on va mettre un service de garde, on va mettre des gardes du corps à l'entrée, c'est des problèmes. Mais en tout cas, puis ce que j'ai vu aussi des maisons municipales, parce que je suis sur un comité de maisons municipales en Ontario, tout le monde trouve ça un peu ridicule. Tout le monde avait déjà un bon processus en place, puis on trouve que c'est plus un problème au niveau du privé qu'au public. Donc, on trouvait juste ça un peu bizarre. Puis, on trouve aussi que, justement, de se faire accueillir par un garde de sécurité qu'on ne connaît pas. Tu sais, les familles connaissent nos employés, se sentent plus familiers avec eux. Puis, moi, je suis plus à l'aise qu'une infirmière fasse un dépistage qu'un garde de sécurité fasse un dépistage, personnellement. Donc, on va voir s'ils nous imposent ça, mais pour l'instant, c'est encore nébuleux. Merci. Si on n'a pas d'autres questions sur ce sujet, nous allons procéder au paragraphe sécurité et amélioration de la qualité. Alors, à 6.1, c'est le rapport trimestriel sur la sécurité des résidents en date des mois d'août jusqu'à novembre 2020. Alors, à 6.1, nous avons les indicateurs admission et départ. Oui. Donc, un peu là, comme le 6.11, un peu comme le 6.11. Écoutez, si vous avez des questions par rapport à ça, je pense que je vais passer à travers toutes les statistiques. S'il y a quelque chose qui vous saute à l'œil ou vous avez des questions par rapport à ça, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais encore une fois, là, je pense pas que ça serait efficace de passer à travers tout de façon claire, nette et précise. Là, mais si vous voulez, il n'y a pas de problème, je vais répondre à vos questions. J'aurais peut-être, c'est pas une question, mais plus un commentaire. Je vous remercie, M. Gorman. Il y a quelques mois, je vous ai appelé, puis j'ai essayé de comprendre la façon que ça fonctionnait. Pour moi, je ne savais pas que c'était comme une compagnie ou plus un organisme complètement séparé qui gérait les applications, puis le fait que les gens rentrent à Prescott Russell versus une autre résidence. Puis c'est intéressant, puis la raison j'en parle, c'est parce que j'imagine que Mme Massé, que ça fait longtemps qu'elle est sur le conseil, connaît ça, mais en parlant avec d'autres maires, j'ai réalisé que beaucoup de nous autres, on ne comprenait pas le processus, puis on ne savait pas que c'est de même que ça fonctionnait. Puis c'est très compliqué parce que souvent, des gens viennent à nous et disent « Hey, ça fait juste du sens, mon conjoint est à résidence Prescott Russell, je demeure de l'autre côté de la rue. Techniquement parlant, ça ferait plein de sens parce que la personne peut aller le visiter, mais non, à la place, il reste à une place à Embrun ou à Bourgette. » Mais en fin de ligne, c'est de comprendre ça quand les gens nous demandent comment ça fonctionne, le processus. Merci de me l'avoir expliqué. Comme de cette façon-là, quand les gens m'approchent, je peux vraiment leur expliquer comment ça fonctionne. Ça me fait plaisir. Je pense que c'est important que les gens réalisent que ce n'est pas une question politique. Donc, les politiciens, les maires, ils n'ont vraiment rien à dire en termes des admissions. Tout ça relève du comité, si je ne me trompe pas, ça relève un peu du comité de l'IN, c'est bien ça? Ça relève là, du LIN, qui était anciennement le CCAC. C'est ça. Ça, c'est géré au provincial. C'est ça. Et essentiellement, c'est eux qui décident cas par cas
qui va être admis à la résidence. Donc, ce n'est pas seulement des résidents de Hawkesbury, mais il y a des résidents qui viennent un peu partout à travers les comtés-unis et même à l'extérieur des comtés-unis, même comme dans le bout d'Ottawa, même il y en a près de Burlington, Toronto. Alors, c'est pas dans notre contrôle à nous, essentiellement. De toute façon, tous les fonds proviennent de la province et c'est vraiment la ligne qui décide en termes de la santé de certains patients qui va être admis, oui ou non. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Lafleur, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Oui, puis c'est vraiment de cette façon-là, parce que moi, j'ai vécu ça avec mon frère là, récemment. Là. Puis il fallait donner une liste de 5 ou 6 endroits pour la région. Malheureusement, on n'a pas eu la région. Il fallait aller dans la région d'Ottawa pour le placer. Alors, c'est triste même. Les propriétaires de ces résidences-là n'ont pas un mot à dire. Ils ne peuvent pas les accepter. Même leurs propres parents, il faut qu'ils passent par ce système-là. C'est triste, mais puis attendez-vous, avec la nouvelle résidence de Prescott Russell, l'ampleur qu'on va avoir, la grosseur de cette résidence-là, les lits qu'on va avoir supplémentaires, attendez-vous qu'on va en avoir plusieurs personnes de l'extérieur chez nous maintenant. Oui, Monsieur Sarrazin, allez-y. Bien, tu sais, puis j'en venais à une réflexion là-dessus, c'est que techniquement parlant, là, je me demande si on pourrait pas demander au gouvernement ou au système de santé de réviser ça, parce que quand on regarde ça, là, tu sais, souvent, il y a une personne qui est âgée, qui est au foyer de longue durée, puis son conjoint ou sa conjointe, qui est pratiquement aussi âgé que la personne, reste à proximité. Puis j'imagine, Alexandre, que c'est pris en considération peut-être par l'agence, mais tu sais, des fois, je me dis, c'est tellement pas humain comme décision dans le sens, puis moi, je l'ai vécu, quelqu'un qui me disait que vraiment, là, l'épouse, elle demeurait l'autre bord de la rue de la résidence Prescott Russell, puis elle n'avait pas de permis, puis elle aurait pu aller voir son conjoint s'il arrêtait à la résidence, mais à la place, il était placé dans une autre résidence près d'Ottawa, où elle n'a pratiquement pas la chance d'aller le voir. Tu sais, je trouve que peut-être que nous, les politiciens, je ne sais pas la façon de s'y prendre, de jaser avec ces agences-là, à savoir, est-ce que les choix sont peut-être moins faits par robot et plus par qu'est-ce qui fait du sens? Là? Je ne sais pas s'il y aurait une façon qu'on peut faire ça. Ça peut être difficile parce qu'il y a une législation par rapport à ça. C'est pas juste comme un processus que le LIN suit, il y a vraiment une législation par rapport à ça. Donc ça devrait être amendé, puis ainsi de suite. Ça peut être très, très difficile. Moi aussi, des fois, je comprends pas comment on peut avoir des gens d'Ottawa. Moi, je pense que le meilleur point de départ qu'on pourrait faire, c'est comment on se retrouve avec des résidents qui proviennent du Québec. Moi, ça serait la première chose qu'on pourrait adresser avec le ministère. Puis je pense qu'on pourrait avoir leur attention parce que c'est un manque à gagner. Un peu comme l'hôpital d'Hawkesbury fait, oui, on va desservir la population québécoise, mais il y a un coût relié à ça. Donc, le problème qu'on a en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de médecins qui ont des patients québécois, puis les patients québécois, justement, qui vont en Ontario pour des médecins. Une fois que ça s'est établi, c'est extrêmement facile d'avoir sa carte au WIP. Une fois que tu as une carte au WIP, tu peux être admis en maison de soins de longue durée. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus gros problème. On a un certain pourcentage, justement, là, de résidences qui proviennent du Québec. C'est sûr, on donne des services à tout le monde. Puis, il y a une partie dans la législation qui dit qu'on ne peut pas faire la discrimination selon la provenance de la personne. Mais lorsqu'on finance un peu le Québec par rapport à ça, là, c'est là qu'on se dit, ouais, là, ça, c'est un peu bizarre comme processus, là. OK. Donc, je vais laisser M. Lafleur parler. Oui. Madame la Présidente, merci. Là, il faut comprendre une chose aussi dans tout ça. Là.
c'est que si le patient ou la famille, les exécuteurs ou les procureurs de la personne qui est dans une résidence à longue durée refusent l'endroit où l'île les suggère à aller, sont mis dans l'arrière 13, là. Sont en arrière de tout le monde. Il faut qu'ils recommencent encore tout le processus. Hein? C'est ça qui est plate. Tu n'as pas de dire OK, là, je refuse, là, mais à la prochaine place, là, si vous en avez une, mettons, en Brun ou au comté à Résidence Prescott-Russell, je m'excuse. Tu vas passer le dernier, tu passes le dernier parce qu'ils te reprennent. Salut, bye, t'es mis le dernier. Ouais. Hein? C'est ça qui est plate. C'est ça déplorable, ça, cette affaire-là. Puis que si vous avez dit, M. Gorman, là, m'en allait justement à ça. L'affaire du Québec, comparativement à nos résidents de Prescott-Russell, que c'est nous autres qui financent, j'ai de la misère un petit peu. Ouais, puis même si je peux en ajouter, à votre premier point, c'est que on accepte les gens, puis on les refuse, mais les gens ont seulement 24 heures pour faire un choix. Donc, vous mettez là 3 choix, puis si on vous donne, on vous dit OK, votre premier, votre deuxième choix n'est pas accepté, mais on a une place pour vous. À votre troisième choix, vous avez 24 heures pour prendre une décision. Si vous refusez, vous retournez en bas de la liste. Donc, c'est un peu plate parce que peut-être que dans une semaine, il y a une place qui va se libérer au premier choix. Donc, c'est un peu dur. Ça peut être quand même assez difficile parce que justement, c'est provincial, c'est légiféré, et ainsi de suite, mais je pense que ça vaudrait peut-être la peine d'en discuter. Puis, on n'est pas les seules maisons qui discutent de ça, là. OK, donc essentiellement, ça vaudrait peut-être la peine à un moment donné d'envoyer une lettre au ministère. C'est quelque chose que je vais discuter avec M. Gorman et Stéphane Parisien. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait avoir une délégation pour expliquer ces deux systèmes-là, donc l'item du 24 heures et l'item des gens en provenance de la province du Québec. Question, Mme la Présidente. Madame la Présidente, le seul temps qu'il nous reste maintenant, ça va être à Hameau, si vous ne voulez pas une délégation. À moins de faire une délégation plutôt directement avec le ministère, les ministres. C'est une possibilité aussi. Je vois que M. Leroux, il y a quelque chose à nous mentionner. Oui, merci, Mme Ashley. Désolé, j'étais obligé de disconnecter pour 1 minute ou 2. Là. Ça va? Pour la question du Québec, peut-être quelque chose à considérer aussi. Oui, ça se peut que quelqu'un vienne du Québec, mais c'est à cause, possiblement, ses enfants sont en Prescott-Russell. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être façon de faire cette distinction-là dans les statistiques dans le futur, parce que tu sais, comme si c'est du monde de Prescott-Russell qui amène leurs parents d'ailleurs, ça a un impact peut-être, ils veulent avoir leurs parents plus proches à la maison. So, c'est pas nécessairement juste quelqu'un qui s'en vient du Québec, qui n'a pas de relation du tout à Prescott-Russell, mais possiblement il y a une connexion familiale, c'est pour ça qu'ils ont demandé de venir ici aussi. Oui, M. Lafleur? Oui, mais encore, merci Mme la Présidente, mais encore, M. Leroux, c'est des gens qui demeurent au Québec. Je comprends que la famille est dans Prescott-Russell, mais je vais prendre cet exemple à ma soeur et moi. Nous, on demeure les deux dans Prescott-Russell. On avait établi notre frère dans une résidence d'Embrun, autonome. Malheureusement, avec l'Alzheimer, ça s'est détérioré plus vite. Puis on a eu justement ça, seulement on était avisé un mercredi après-midi, puis il fallait le déplacer pour le vendredi. Tu sais, comme. Puis là, il est rendu dans la région d'Ottawa. Il n'est même plus dans Prescott-Russell. Hein? Puis on demeure là, nous autres, dans Prescott-Russell. On paye des taxes dans Prescott-Russell comme tout le monde. Hein? Alors, même lui, il était là, dans Prescott-Russell. Ah, je comprends. Mais malheureusement, le système de santé, c'est pas juste au niveau des comtés, c'est au niveau provincial. Mais non, je comprends le point définitivement. Je pense que M. Gorman, vous avez dit on se retrouve avec des membres du Québec que l'on finance.
Je pense que c'est un très bon point. Et je pense que l'idée du 24 heures, c'est vraiment onéreux sur les gens qui doivent faire la réflexion. Je pense que ces 2 points-là, on devrait certainement les apporter et je vais le signaler à M. Parisien et je vous reviendrai avec ça. Si vous êtes d'accord. Un instant. Excusez-moi, est-ce que vous entendez ça? Vous l'avez entendu? OK, je veux juste m'assurer que ça ne se reproduit pas. Merci. Alors, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais en parler avec M. Parisien puis M. Gormul, puis on va voir quelle est la meilleure avenue pour revenir à ça. Alors, je vous remercie. Donc, nous allons passer à l'article 6.1.2, les indicateurs statistiques des programmes de soins. Est-ce qu'il y en a de vous qui avez des questions sur ces statistiques qui nous ont été présentées? Parce que si vous n'avez pas de questions, moi, je trouve que c'est très bien de recevoir cette liste de statistiques. Et ça nous indique essentiellement là, plus ou moins qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est des bons indicateurs à recevoir. Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter, M. Gorman? Non? Ça va. Alors, si nous n'avons pas d'autres commentaires, nous allons passer aux indicateurs statistiques des programmes de soins qui sont à 6.1.2. Alors, je vais laisser la parole à M. Gorman sur ces statistiques-là. Si vous avez juste peut-être un petit commentaire vite fait. C'était pas 6, on n'est pas rendu à 6.1.3? Excusez-moi, OK, oui. Vous avez raison. C'est 6.1.3, indicateur de rendement, heures des préposés aux soins et service du personnel. C'est ça. Ouais, donc, juste pour expliquer un peu au comité, là, on met toujours les heures qui sont comblées et non comblées pour les préposés aux bénéficiaires. C'est quelque chose qu'on trouve important. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on veut souligner du fait que on a des heures au budget, mais les employés, on manque un peu d'employés, dans le sens où est-ce que les gens, on remarque là, au courant de l'année là, que les employés commencent à être fatigués. Justement là, de la COVID. Donc, on peut appeler ça le COVID fatigue. Donc, au début de l'année, ça allait super bien. À un moment donné, pendant l'été, ça s'est moins bien passé. On remarque au mois d'octobre, c'était vraiment là, c'était une situation qui était on n'a jamais vu ça, c'est unprecedented. Puis c'était beaucoup d'heures non comblées au mois d'octobre. Toutefois, ce qu'on peut remarquer, c'est que la Croix-Rouge était là au mois d'octobre. Donc, on avait 24 employés sur place également, puis on avait les paramédics qui ne sont pas considérés là-dedans. Donc, ça, c'est bien important à mentionner. Pour ce qui est du mois de décembre aussi, là, ce que je voulais souligner, là, c'est que faut se rappeler puis même pour le mois de novembre, il faut se rappeler qu'on était environ à 108 résidents, 106 résidents, 110 résidents, comparativement à 146 résidents. Les heures qu'on voit là non comblées, c'est pour 146 résidents habituellement. Puis si on fait le calcul un peu vite fait pour le mois, pour les préposés aux bénéficiaires, on y va par unité. Là. On a fermé une unité. Donc, dans cette unité-là, habituellement, il y a eu 4 préposés de jour, 2 préposés de soir, puis 1 préposé de nuit. Donc, ça fait ça fait 7 préposés par jour. Puis si on met x8, donc on parle de 56 heures non comblées par jour. Puis là, si on le met x30, on parle de 1680 heures. Donc, pour le mois de décembre, il y a 1680 heures qui n'étaient pas nécessairement obligées d'être comblées puisqu'il y avait une unité fermée. Donc, c'est important aussi de prendre ça en considération pour le mois de décembre. Puis, on peut juste tout simplement voir, puis je le vois au niveau de mes employés, puis je le vois au niveau de la gestion, les gens sont extrêmement fatigués. On continue à on continue à engager des gens. On a même engagé des employés pendant qu'on était en éclosion.
on s'est aussi associé avec l'école de préposés aux bénéficiaires pour leur offrir une place de stage. Donc, ces employés-là ou ces étudiants-là sont venus faire leur stage en pleine éclosion. Donc, on avait là environ 8 étudiants, étudiantes qui travaillaient de soir avec nous pendant le mois d'octobre. Puis ça, de ces 8 étudiants-là, on en a engagé 4. Pour le mois de février, on a 12 étudiants qui s'en viennent. 12 étudiants et étudiantes qui s'en viennent puis qui vont faire la même genre de stage. Puis nous, on offre même à l'école de superviser leur examen. Donc, notre superviseur des soins infirmiers supervise l'examen, puis vraiment, là, on essaie de supporter le plus possible ce programme-là parce qu'on trouve que c'est extrêmement important pour les maisons de soins de longue durée, puis c'est extrêmement important pour la résidence Prescott-Russell parce qu'on doit continuer à engager constamment, puis on doit se préparer pour la nouvelle résidence. Puis, je vais en parler là, plus amplement dans les autres sujets, là, mais je vais juste faire une petite allusion. C'est Living Classroom. Donc, pour la nouvelle résidence, le directeur de l'école de préposés, M. Roch Pilon, m'a contacté. Puis, l'entente n'est pas nécessairement officialisée, là, mais on commence les démarches pour avoir là, ce programme-là à la nouvelle résidence. Donc, les préposés viendraient puis seraient enseignés à la résidence. Donc, même leur cours théorique se produirait à la résidence Prescott-Russell. Donc, on continue à faire ce genre de lien-là. On a eu aussi pour les RPN, la cité collégiale, pendant l'éclosion, on a notre coordonnatrice des soins infirmiers, qui est Judith Richer, qui a pris sous son aile 8 étudiants et étudiantes qui sont venus faire leur stage à la résidence. Donc, on croit fortement qu'en continuant à faire ça, on va être capable d'engager de plus en plus d'employés et à se préparer pour la nouvelle résidence. Ouais. Bien, je regardais le mois d'octobre, c'est vraiment inquiétant, considérant même que vous aviez une aile de fermée. Ça représente environ 1500, mais là, encore un manque à gagner de 1500 heures pour ce mois-là, non? Oui. Aussi, comme j'ai dit, qu'est-ce qui est important là, à souligner pour le mois d'octobre? De un, c'était vraiment, on a vécu une crise humanitaire. On a perdu, là, il y a eu 68 employés qui ont contracté la COVID. Donc, durant le mois d'octobre, là, il y a eu à un certain point 68 employés qui ont manqué 10 jours de travail, même plus s'il y avait d'autres symptômes. Qu'est-ce qui est important à souligner aussi, c'est qu'on avait des paramédics sur place qui nous aidaient. Puis ça, c'est pas considéré dans les heures non comblées. Puis plus la Croix-Rouge aussi. Mais c'est sûr là, que c'était lorsque j'ai fait ma présentation au mois d'octobre au comité, au conseil. Puis, ce qu'on s'était entendu avec le ministère des Soins de longue durée, c'est que c'était des soins de base qu'on offrait. Malheureusement, on ne pouvait pas offrir justement là, les surplus comme les activités puis ainsi de suite. Mais on s'assurait que les résidents étaient hydratés, étaient nourris, étaient changés, puis qu'ils étaient levés de leur chaise justement pour qu'ils puissent bouger un peu. Mais c'est sûr que c'était une situation qu'on n'avait jamais vécue et qui n'avait pas été vue dans la communauté. Donc, c'est sûr que c'est quand même difficile à voir comme statistique, mais on trouve des solutions justement pour rectifier la situation. Puis, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que même en fermant l'unité, puis ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir considérer pour la nouvelle résidence, c'est que nous avions environ 3,6 heures de soins par résident par jour. La norme en ce moment pour le gouvernement de l'Ontario, c'est 2,8. Puis, en fermant l'unité, on s'est rendu en ce moment, ce qui est budgétisé pour 2021 à 122 résidents, on est à 4,2 heures de soins par jour. Puis si vous avez suivi un peu les nouvelles, ils ont déterminé qu'ils devaient avoir 4 heures de soins par jour par résident. Donc, nous, puis sachant qu'on a beaucoup d'heures au budget pour nos employés, il nous manquait quand même 0,4 heures, puis on a dû fermer une unité pour se soumettre à ces 4 heures-là par résident. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu ça, on s'est dit qu'il faut trouver des solutions comme justement accueillir des stages et ainsi de suite, parce que pour la nouvelle résidence, il va falloir engager plusieurs employés. Monsieur Leroux, est-ce que vous aviez une question? Non, c'est beau, Mme Asselin, merci. Monsieur Sarrazin, vous aviez une autre question? Oui, bien, je me demandais juste parce que j'ai peut-être manqué de suivre ça en détail, mais le fameux programme là, avec le Centre de services à l'emploi, puis ça, est-ce que ça a dû être postponé à cause du COVID? Parce que est-ce que ça ne se faisait pas à la résidence Prescott-Russell, la formation? Non, donc dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? L'école, au début, a dû justement postponer ça, a dû mettre ça sur le back burner.
Nous les avons contactés, puis on leur a dit, écoutez, nous, on est prêts à recevoir vos étudiants parce que leur salle de classe était fermée, puis eux étaient rendus à l'étape du stage. On a dit, si vous voulez, ils peuvent venir faire le stage chez nous, on va les accepter, on va avoir notre superviseur des soins infirmiers qui s'occupe des préposés, qui va superviser ça. Puis en plus, on peut vous offrir de superviser leur examen pour qu'ils viennent chez nous. Donc, c'est vraiment nous qui les a contactés pour dire, regarde, on sait que vous avez mis un stop là-dessus, mais habituellement, qu'est-ce qui se passe, c'est que les employés vont aller faire leur stage dans la communauté un peu partout. Mais là, à cause de la COVID, justement, il était restreint. Donc, nous, on a dit, écoutez, si votre conseil est d'accord, puis si M. Pilon est d'accord, nous, on va s'occuper de tout ça. Puis c'est de là un peu que ça a créé le lien pour le Living Classroom. Donc, de là, on était capable d'engager quelques préposés, puis on s'attend encore à une autre classe. Mais on a vraiment... Ce qu'on s'est dit un peu, c'est qu'on s'est dit, regarde, en ce moment, la COVID, ça va durer pendant 2 ans. Si on met tout sur le back burner pour engager des employés, on va manquer d'employés à un moment donné. Puis pas juste nous, toutes les résidents, toutes les maisons de soins de longue durée dans Prescott Russell. Donc, c'est important de continuer à former ces employés-là malgré la pandémie parce qu'on en a besoin plus que jamais en ce moment. Donc, c'est un peu l'arrière-pensée qu'on avait avec ça. Puis, on est arrivé à une entente avec cette école-là. Pas nécessairement officielle, plus officieuse, mais ça fonctionne parce qu'ils reviennent justement pour le mois de février. Puis, est-ce que les inscriptions, le nombre d'inscriptions est-ce que c'est ça rencontre les attentes du programme ou est-ce qu'on manque de gens pour le programme? Puis, est-ce que les gens semblent compléter le programme puis vouloir embarquer dans ce genre de métier-là? Parce que faut comprendre que ça prend quand même l'amour pour les personnes âgées. C'est quand même difficile. Là. Puis c'était ma question, plus ou moins. Est-ce que ça semble comme les gens qui embarquent dans le programme vont continuer le programme ou est-ce que c'est juste le programme est offert, j'ai une possibilité d'avoir d'assurance chômage? Puis c'était un peu ma question. C'est sûr qu'avec la facilité d'avoir l'assurance chômage, c'est un peu plus difficile. Il n'y a peut-être pas les résultats qui s'attendaient, mais pour moi, là, on attend 14 préposés de la cohorte. Si je ne me trompe pas, il y a 2 cohortes par année. Donc, pour moi, 14 personnes, environ, 28 personnes qui sont formées à chaque année pour notre région, c'est quand même très bon. Puis je pense qu'il faut continuer d'encourager cette école-là parce que c'est pas en donnant des primes à des préposés de façon temporaire qu'on va régler le problème, c'est en investissant dans l'éducation. Donc, pour moi, là, ce programme-là fait son effet, puis va continuer de grossir. C'est sûr que le salaire doit venir avec, puis en étant une maison municipale, le salaire est plus intéressant. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont lâcher parce qu'ils voient que c'est pas fait pour eux, malheureusement. Mais il y en a beaucoup qui ont continué à travailler, puis il y en a même qui ont fait leur stage, encore une fois, je disais, pendant l'éclosion qu'on vivait, puis ils ont continué à rentrer, puis ils ont quand même voulu appliquer pour l'emploi. Il y a quand même beaucoup de positifs qui est sorti de ce programme-là. Merci beaucoup. Monsieur Gorman, est-ce que ce cours-là, c'est une durée de 8 mois? Est-ce que c'est ça? Environ, oui. Alors, c'est très condensé. C'est condensé, mais pour moi, la partie la plus importante, c'est le stage, parce que justement, c'est lorsqu'on l'applique qu'on voit si on est capable de le faire, si on n'est pas capable de faire l'emploi. Oui, il y a de la théorie, c'est important, mais ça reste qu'on prend soin d'un humain. Ça ne demande pas nécessairement des grandes connaissances médicales. Un préposé bénéficiaire, c'est vraiment plus comme, comment on pourrait dire, c'est une vocation. Puis ça prend un grand cœur. Puis je pense que d'avoir le stage, tu détermines vraiment si tu es capable de faire cet emploi-là. Puis si tu aimes cette vocation-là. Mais pour moi, c'est correct comme cours. Pour 8 mois, c'est parfait. Puis ça permet, parce qu'on a besoin des préposés, puis on le voit un peu partout. Donc, il faut vraiment là, ouvrir les valves par rapport à ça. Donc, essentiellement, il faut remercier le Centre de services à l'emploi et la Cité qui ont travaillé conjointement à mettre ce système-là sur pied. Alors, on va les remercier et j'espère que ça va continuer. Alors, nous sommes à l'article 6.2, les comptes rendus des comités. Alors, nous avons différents comptes rendus que nous avons reçus. Et je vais simplement les nommer. Si vous avez des questions, levez la main. Si vous n'avez pas de questions, je vais poursuivre. Alors, j'ai le comité de la prévention et du contrôle des infections et flambées. Alors, si vous avez des questions, levez la main. Sinon, je procède.
Pas de questions, je procède. Comité de la gestion de la douleur et des soins palliatifs. Je n'ai pas de questions, je continue. Comité sur la prévention des plaies et soins de la peau. Comité des services pharmaceutiques. J'avais simplement une question, c'est au sujet de l'item 8D, au sujet des vaccins. Est-ce qu'on parle des vaccins pour la COVID ou ce sont d'autres genres de vaccins qu'on aurait de la difficulté soit à coordonner? Si vous regardez au Comité des services pharmaceutiques, ouais. item 8D, on parle des vaccins. 8D, les vaccins sont présentement difficiles à obtenir. C'est important que les infirmières informent la canalisation des infirmières lorsque l'inventaire de vaccins diminue. Il faudrait également que les infirmières s'assurent d'avoir le vaccin. Non. Donc, on parle vraiment là, du vaccin pour l'influenza à ce moment-là. Ah, OK, ouais. C'est ce que je voulais savoir. Ouais. Non, on parlait du vaccin de l'influenza, puis on a fait notre tournée là, de vaccins au mois de novembre-décembre. Très bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, je continue. Le Comité de la gestion de l'entretien et l'environnement des biens matériels et des systèmes mécaniques du bâtiment. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, nous allons procéder au Comité des mesures d'urgence. Est-ce que vous avez des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons procéder au paragraphe « Incident critique rapporté au MSSLD ». Donc, essentiellement, peut-être que je vais laisser la parole à M. Gorman. Et je ne peux pas vraiment aller en détail dû à l'information qui est reliée par rapport à ça. Si vous avez des questions par rapport à la sécurité de nos résidents, peu importe, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais qu'est-ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'il y a une chute ou est-ce qu'il y a un résident qui subit des grands changements à son état de santé, nous, on le rapporte automatiquement. Donc, on doit le rapporter, puis le ministère vient faire son investigation pour voir ce qu'il y en a. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons procéder au paragraphe correspondance, donc à 8.1. Alors, c'est le Eastern Ontario Warden Caucus et les facilités de soins de longue durée en Ontario. Alors, nous avons reçu deux documents à cet effet-là. Puis peut-être que je demanderais à M. Gorman de nous signaler les points qui sont importants. Oui. Parce qu'ils sont quand même longs à lire et aussi de reconnaître le pourquoi de cette revue-là. Oui. Donc, je trouvais le document vraiment intéressant, puis de la façon qui a été formulé aussi. J'aimais les comparaisons vraiment entre les maisons de soins de longue durée municipales puis la comparaison avec les soins de longue durée privés. On voit que l'argent doit être investi au public parce que, on ne croit pas que nécessairement les soins de longue durée devraient être au privé, on ne devrait pas se faire de l'argent là-dessus. De deux, ce que je trouvais intéressant, c'est que lorsqu'on comparait les maisons, les types de maisons, puis par rapport au budget qui devait être investi, si on remarque, la résidence Prescott Russell est une maison de type C. Donc, on peut vraiment. Puis, il ne reste plus beaucoup de maisons municipales dans ce type-là. Donc, le type C, lorsqu'on parle de type C, c'est vraiment une maison qui est, malheureusement, qui est un peu désuète. Donc, la maison a été créée en 1970, n'était pas faite pour les maisons de soins de longue durée. Nos corridors sont plus minces, les chambres sont un peu plus petites, les cadres de porte sont un peu plus petites pour les chaises roulantes et ainsi de suite, ce qui fait en sorte que ça demande plus de travail pour nos employés. Donc, on peut voir que, justement, la nouvelle résidence, on n'avait pas le choix, c'était un must. On devait bâtir, puis je pense que c'est une très bonne décision que le conseil a faite d'aller de l'avant avec la construction de la nouvelle résidence. Je trouve que c'est juste vraiment un bon document à titre informatif.
puis un bon comparatif. J'avais jamais vu un document qui avait été aussi en détail par rapport à ça, puis qui expliquait un peu le raisonnement en arrière de comment une éclosion peut se proliférer plus dans une autre résidence que l'autre. Puis, comme on peut voir, vraiment, d'avoir une résidence de type C n'a pas nécessairement aidé dû au fait qu'on a juste une salle à manger pour tous nos résidents, puis ainsi de suite. Donc, vraiment, encore une fois, chapeau, la nouvelle résidence, c'est un must, puis je pense c'est important d'aller de l'avant avec ça. OK. Est-ce qu'il y a des questions au sujet du rapport? Oui, M. Sarrazin. Bien, si je peux rajouter, j'étais présent. On a présenté le rapport qui était fait par KPMG à une délégation multiministérielle. C'était très bien reçu, puis je pense que c'est un sujet qui est chaud avec le COVID, le soin, puis la façon dont les résidences sont opérées. Puis je pense que, comme M. Gorman disait, là, on est la 6e résidence la plus petite en nombre de lits. Puis, on est une qui coûte le plus cher. Donc, je pense que c'était évident que c'était le temps de repenser puis d'aller de l'avant avec une nouvelle résidence qui ferait en sorte que les coûts baisseraient par nombre de personnes. Puis, il y a quand même c'est très intéressant de comparer, là, si on regarde le fameux ratio là, qui visait à 4 heures par jour par résident, là, on voit qu'on est pas mal dans la moyenne. Puis, tout le monde est dans le même bateau. Là. On parle de 13, je pense, 13 résidences différentes appartenues par les paliers municipaux. Puis, je pense qu'on est quand même bien classé. Si on regarde les services, et comme que M. Gorman dit, c'est juste vraiment le coût par résident à cause du bâtiment qui est désuet et qui n'est pas vraiment fonctionnel là, à 100%. Là, fait que non, comme je vous encourage à le lire, puis c'est vraiment intéressant. Puis je pense que c'est ça qui est le but, c'est d'essayer d'offrir 4 heures de soins par jour par résident. Puis ils ont été cognés à la porte des différents ministères pour faire ceux qui comprennent qu'il y a de l'argent à être injecté dans ce domaine-là. Fait que moi, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Puis j'imagine que M. Leroux faisait partie des discussions premières l'année passée quand ils ont décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là, avec KPMG. Là. Je sais que moi, j'ai juste arrivé là pour la présentation, puis tout à fait, mais c'est une belle chose. Puis juste rajouter, là, moi, c'est ma première expérience. M. Leroux l'a vécu au Eastern Ontario Warden Caucus. Mais quand quelque chose est présenté au ministre par le Eastern Ontario Warden Caucus, je peux vous dire que ça compte. C'est une organisation qui est bien vue puis qui lance jamais rien dans le vide. Tout est bien préparé, que ce soit autant n'importe quel rapport. Là, on parle des maisons de soins de longue durée, accessibilité à l'Internet. C'est toujours quelque chose de très bien vu aux yeux des ministres. C'est juste ça que je voulais ajouter. Félicitations au Eastern Ontario Warden Caucus pour cette étude-là. Puis juste, moi, j'aimerais juste remercier là, mes collègues de travail, aux ressources humaines, puis au département des finances qui ont beaucoup aidé à remplir, puis à M. Justin Bromberg là, qui m'ont aidé à remplir ce document-là. Le document a été demandé de remplir pendant qu'on était en pleine éclosion. Donc, j'ai pu aider comme j'ai pu aider à des questions que je pouvais répondre, mais j'ai eu beaucoup d'aide des différents départements des Comtés unis. Merci beaucoup, M. Gorman. Merci beaucoup, M. Sarrazin, d'avoir fait cette mise au point, étant donné que vous siégez sur le comité du Eastern Ontario Warden Caucus. Aussi, M. Leroux y assiste aussi. Alors, avec vous deux, là, on sait qu'on est en bonne main. Alors, nous sommes à l'article 8.2, qui est le financement additionnel pour la prévention et la gestion du COVID-19. Alors, M. Gorman, peut-être que vous pouvez nous indiquer un peu en termes, quel est le financement peut-être que vous avez reçu ou vous attendez à recevoir pour couvrir vos coûts supplémentaires? Bien, je voulais un peu expliquer là, de la façon que ça fonctionnait justement là, pour relier à nos coûts supplémentaires. Donc, le ministère des Soins de longue durée couvre tous les coûts supplémentaires que nous devons débourser par rapport à la prévention de l'infection. Donc, la table de dépistage, les corps de travail,
pour la table de dépistage, c'est couvert par le ministère. Le corps qui a été mis en extra pour la désinfection, c'est couvert. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup d'argent investi. Nous, habituellement, là, lorsqu'on est en flambée, on recevait environ 100 000 $ de plus par mois pour ça. Puis sinon, là, on recevait environ 50 000 $ de plus par mois pour justement relier à ça. Donc, s'il y a une chose que le ministère des Soins de longue durée a extrêmement bien faite, c'est vraiment supporter les maisons par rapport aux coûts en extra qu'ils demandaient. C'est sûr que ça l'aide pas au niveau des ressources humaines à aller chercher plus de ressources humaines, mais au moins, on a la possibilité de le faire. Nous, de notre côté, on doit juste être créatifs dans ça. On a pu aussi améliorer notre système de cloche d'appel. Notre système était rendu désuet. Ça a quand même coûté un bon 40 000 $ à faire la mise à jour. Mais avec cet argent-là, on était capable de pouvoir faire ça. Puis, on a encore, comme j'ai dit, on a encore là, environ 140 000 à dépenser par rapport à la prévention de l'infection. Donc, vraiment, le ministère supporte là, les maisons de soins de longue durée pour ce qui est du financement. Là. Bien. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si nous n'avons pas de questions, nous allons passer au paragraphe autre sujet. Donc, 9.1, provenance des résidents en date du 31 décembre 2020. Madame la Présidente, il y a juste le point 8.3. Oui, excusez-moi. Pas de problème. Oui, 8.3, suspension des objectifs d'hébergement. Oui, dans le fond, là, c'est juste, comme j'ai mentionné là, au début de la présentation, pour l'année 2021, le pourcentage d'occupation ne sera pas pris en considération de notre financement. Donc, malgré le fait qu'on a 122 lits disponibles, ils permettent aux résidents, surtout de type C, de garder des lits pour pouvoir isoler les gens. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas mis en considération. C'est sûr qu'il va y avoir un petit impact financier, il va y avoir un manque à gagner par rapport aux lits semi-privés puis aux lits privés. Mais lors de la révision budgétaire, on va aller chercher cet argent-là, puis il n'y aura pas nécessairement d'impact financier aux contribuables par rapport à ce processus-là. Merci beaucoup. Donc, nous retournons à l'item 9.1, provenance des résidents en date du 31 décembre 2020. Je pense qu'on en a un petit peu discuté un petit peu plus tôt. Et aussi, je pense qu'on peut aussi en même temps regarder 9.2, qui est la provenance des résidents en date du 31 décembre 2020. Donc, essentiellement, on en a parlé tantôt lorsqu'on a parlé de la provenance des résidents du Québec et on a parlé un peu du fait qu'un patient a seulement 24 heures pour faire une décision qui est quand même assez difficile. Donc, c'est quelque chose que l'on pourrait certainement soit envoyer une lettre ou on va demander à M. Parisien quel est notre meilleur plan d'attaque, disons, à ce sujet-là? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? 1, 2, 3. Bon, ça va. Alors, je vais communiquer avec M. Parisien à ce sujet-là. Donc, essentiellement, à l'item 9.3, c'est projet 2021. Oui, dans le fond, c'est des projets que je voulais vous mentionner. Là, malgré la COVID, j'avais quand même des buts quand je suis arrivé ici, quand je suis arrivé à la résidence pour justement augmenter l'efficacité puis faciliter le travail de nos employés puis pour nous préparer pour la nouvelle résidence. Il y a 2 projets que je veux souligner pour cette année. De un, on va faire l'embauche d'un magasinier avec un système de logiciel en place électronique. Donc, en ce moment, notre inventaire est fait de façon Excel. C'est un peu désuet. Puis, il n'y a pas, moi, j'aimais pas l'idée qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient accès à l'inventaire. Ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile à gérer. Puis, il y a des gens qui aiment ça. Puis, je dis pas qu'il y a des, je dis pas qu'il y a des items qui sont volés, non. Mais il y a des gens qui aiment ça faire du storage. Donc, dans leur unité, il ne va pas rien manquer. Donc, on va cacher des choses à des endroits pour pas en manquer. Donc, ça fait en sorte qu'on a de la misère justement à quantifier notre inventaire. Donc, en ayant une personne qui charge l'inventaire, on va faire en sorte qu'il va y avoir une meilleure régulation de celle-ci. Puis, avec le système, on va pouvoir mieux tracker nos déplacements, puis mieux tracker nos déplacements d'inventaire. Ultimement aussi, j'en ai parlé au département de paramédics. Puis, si ça fonctionne bien à la résidence, ils vont sûrement utiliser le même logiciel. Puis, ça serait sous la même licence, donc il n'y aurait pas de coût d'effrayé par rapport à ça.
Donc, ça, c'est le projet numéro 1, justement pour mieux gérer l'inventaire. Le projet numéro 2, on parle, encore une fois, d'augmenter l'efficacité puis faciliter la tâche de nos employés. On va faire l'introduction d'un logiciel qui s'appelle MealSuite. Puis, dans le fond, ça permet à nos préposés bénéficiaires, absolument nos préposés bénéficiaires, qu'est-ce qu'ils font pour commander la nourriture des résidents. Il y a 2 choix tout le temps au menu. Donc, va au résident, commande, doit déterminer, là, selon la diète et texture, doit regarder le Cardex pour déterminer, OK, bon, mais ça, la diète, est-ce qu'il peut, pas, ainsi de suite. Donc, ce logiciel-là, qu'est-ce qu'on va faire en sorte? C'est qu'on a déjà fait l'achat de iPad, puis avec le logiciel, on va simplement sortir la carte du résident avec sa diète, texture, ce qu'il peut manger, ce qu'il n'aime pas, puis ainsi de suite. Puis selon les menus, on va pouvoir passer la commande automatiquement de façon électronique à la cuisine. Donc, encore une fois, on va améliorer l'efficacité, puis on va diminuer le temps d'attente que nos résidents attendent leur nourriture, puis on va pouvoir justement aussi augmenter l'efficacité chez nos employés. Donc, ça, c'est encore une fois, comme M. Leroux le disait, c'est des améliorations comme ça qu'on doit faire pour justement essayer de diminuer nos coûts. Donc, c'est pas nécessairement toujours d'engager plus de gens qui est le plus efficace, c'est de trouver des nouvelles technologies d'information qui vont nous aider. Puis, pour ça, un peu la nouvelle résidence. On a besoin de la nouvelle résidence. Puis, on doit commencer à implanter ce genre de projet-là pour nous préparer à la nouvelle résidence parce qu'une fois qu'on va déménager, c'est pas le temps de tout changer. Donc, on doit préparer nos employés de façon progressive. Donc, ça, c'est nos 2 projets qu'on va mettre en place là, pour améliorer l'efficacité de la résidence puis nous préparer à la nouvelle bâtisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, M. Gorman? S'il n'y a pas de questions. Oui, M. Lafleur? Oui, je dois vous féliciter, M. Gorman, pour ces deux projets-là, parce que ça va être efficace, j'en suis sûr et certain, puis vous allez avoir un meilleur contrôle sur tous ces produits-là qui rentrent et sortent. Oui. Alors, merci beaucoup, M. Gorman. Merci de faire preuve de proactivité avec vos nouveaux projets. Nous sommes maintenant à l'article 8 clos, nous n'en avons aucun. Donc, nous sommes à l'article 11. La prochaine réunion du comité sera le 8 avril 2021. Alors, si vous voulez le noter à vos calendriers. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder à l'ajournement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur proposé par M. Sarrazin, appuyé par M. Leroux. Tous en faveur? Alors, M. Gorman, je tiens à vous remercier d'avoir bravé la tempête depuis votre embauche et même jusqu'à ce jour. J'ai beaucoup d'admiration pour tout ce que vous avez fait et le fait que vous avez eu aussi recours à la Croix-Rouge, aux paramédics et à différents intervenants pour vous venir en aide. Alors, je vous souhaite aussi un prompt rétablissement. Merci. Vous et de continuer le bon travail. Et Merci. je remercie mes collègues sur le comité pour aussi m'aider dans cette réunion. Alors, bonne journée à tous. Merci, bonne journée là. Merci. Bye. Bonne journée.